L'aventure d'Access en Ligue des Champions s'est arrêtée en 8e de finale à Barcelone, mais les Lions auront été héroïques tout au long de cette campagne européenne qui a mis en lumière le futsal français. Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous dans Futsal Club. On reviendra bien évidemment longuement sur cette rencontre entre le Barça et Access. On parlera aussi de D1 et de l'équipe de France qui affrontera prochainement la Russie dans un match extrêmement important. Le plateau qui m'accompagne aujourd'hui est composé de Christophe Benmaza, manager général du Nantes Métropole. Christophe, tu deviens un habitué. Exactement. Ouais, bonsoir à vous. Samir Diabali, mon fidèle compagnon, à mes côtés chaque semaine, comme d'habitude. Samir, comment ça va? Salut Yanis, bonsoir messieurs. J'arrive pas à te lâcher, donc toujours là. Et enfin, un invité exceptionnel, Coach Mamad, qui nous accompagne aujourd'hui, fondateur du Cercle du Football, mais aussi très célèbre influenceur sur les réseaux sociaux avec la page Bouchra Mamad, qui compte des millions d'abonnés sur TikTok, Instagram. Mamad, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Merci à toi. Tu as suivi cette rencontre de Ligue des Champions entre le Barça et Access vendredi? J'ai suivi, ça m'a fendu le cœur et ouais, on est là. C'est pas évident, mais en tout cas, c'est très encourageant pour la suite. Et c'était beau quand même. C'était beau, franchement c'était beau. Eh bien, avant toute chose, on va se replonger dans cette soirée historique pour Access en Ligue des Champions, une soirée historique aussi pour tout le futsal français. Barça-Access, c'était vendredi soir au Palau Blaugrana. Vous avez pu suivre cette rencontre sur la chaîne L'équipe. Je vous propose de revivre le film de cette soirée, préparé par nos équipes, et on se retrouve ensuite pour en discuter. Bonsoir Hugo Guémet, c'est l'Access, le club d'Anières et de sa star Ricardinho qui a l'objectif d'éliminer le FC Barcelone qui est le tenant du titre, Raphaël. Et dans quelques instants, le coup d'envoi de ce choc sur un seul huitième de finale. C'est pas comme au foot à 11, Raphaël, là ça se joue ce soir le Final 8, il n'y a pas de match retour. Le coup d'envoi, il est donné. Il y a Lutin, il va retenter la même chose et l'arrêt de la part de Didac. Là, cette fois, c'était plus dangereux. Et oui, en plus sur Ferrao, et il a pris l'avantage sur Ferrao, regardez. Et là, il envoie un message. Reculez les mecs, reculez. Et attention Diego. Si lui, c'est sa situation préférentielle, il va rentrer. Diego, l'arrêt de la part d'Aksentijevic qui continue de faire des miracles dans le but du club français de l'Access, Asnières. Oh, exceptionnel. Voilà le geste magnifique, le geste génial de Edou. Et on en parlait tout à l'heure d'Edou, et bien il permet à l'Access Asnières de mener à Barcelone 1-0 en 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, une petite combinaison, il est derrière le mur, il se montre, il sort de l'alignement et le toucher de Edou fait la différence. Et ce club français, il est épatant, ce club français. Le balle de oh, quel dommage de la part de Landry N'Gala, parce que là, ça pouvait faire 2 buts d'avance. Allez, pour allonger, Mohamed est derrière. Le poteau pour repousser un éventuel deuxième but. C'était signé de Lutin, c'était magnifique, mais le poteau on a décidé autrement. Attention encore Aksentijevic pour faire un arrêt déterminant face à la star du Barça, Ferrao. Attention, le pivot face à Ximbinia. Il y a encore l'impérial Aksentijevic qui fait des miracles dans le but. Particulièrement. Attention, il est seul Ximbinia. Il est seul, mais face à lui, il y a le roi des cages ce soir. L'ogre serbe. Quand le Barça vient, ou dans la récupération, l'égalisation! Et ça ne pouvait venir que de cet homme, de la star, de l'homme qui a été élu 2 fois meilleur joueur du monde. C'est Ferrao qui égalise pour le Barça. Et le FC Barcelone qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Allez, une combinaison avec Ricardinho, une louche. Il avait trouvé le cadre là, Carlos Ortiz, mais il a buté sur Didac, le gardien du Barça. Ortiz maintenant, le capitaine de l'Espagne. Ricardinho à nouveau. Allez, numéro 10, le meneur de jeu, le magicien. Profondeur, Lutin. Extraordinaire la passe de Ricardinho. Comment tu dois pour l'Access Asnières. Attention. Ouais, voilà une course dans la profondeur. Allez, il faut aller au bout. Il y a la profondeur. Alors attention, soit il reste sur sa ligne. Ouais, c'est bien Miki Askentijevic.
Ivic, bien joué, déterminant encore une fois le gardien. Il est en train de leur manger le cerveau. Il tient. Bon signe. Attention, encore Mickey. Diego, le capitaine, le numéro 7 barcelonais qui a enchaîné avec une frappe du gauche. Et ça fait mal, mais il est solide, il a contré ce ballon, Aksentijevic. Et là, il s'est un peu jeté sur Daniel, attention. Ouais, mais il se replace bien, c'est bien. Oh, attention! Et ouais, la moindre erreur peut coûter très cher. Il y a une balle d'égalisation, une balle de 2 partout sur ce coup franc. On va donner à Ricardinho la frappe. Oh, elle n'est pas passée loin, à quelques centimètres du poteau de Didac. La dernière minute de ce 8e de finale. Une balle d'égalisation, une balle de prolongation peut-être pour le club français d'Access. Pour Nelson Ludwig. C'est pas terminé. Oh là là, 47 secondes de la fin, ils étaient pas loin de l'égalisation. Allez, c'est pas terminé. Allez, 6 secondes. Allez. Faut frapper. Oui. Au-dessus. Oh, la balle C'était sur son pied droit. Oh, c'est pas vrai. C'est fini. C'est terminé. Le Barça qualifié pour le tour suivant, mais ils ont été héroïques ce soir. Le club d'Access Asnières, ils ont représenté fièrement les couleurs de l'équipe de France, de la France, du futsal français. Bravo à eux tout de même. Ouais, moi j'ai qu'un mot, c'est merci Access, merci à toute l'équipe du président Sami Selami. Sincèrement, merci pour les émotions, merci. Le message il est très fort, le message qu'on envoie au monde entier. Mamad, elle est frustrante quand même cette rencontre. Très très frustrante. Moi honnêtement, j'ai... comment dire, le match quand je le vivais, je me disais mais c'est qui, tu vois, Access, qui est le Barça. En fait, ouais, c'est ça. Qui est le Barça. Honnêtement, moi je trouve que Access, ils étaient beaucoup plus entreprenants, ils étaient pas timorés. Et vraiment, c'était beau à voir, c'était beau à voir. Contrairement à un match qu'on pouvait, je sais pas moi, si tu prends le PSG qui va au Camp Nou, tu sens qu'ils sont un petit peu timides, etc. Là, franchement... Et ça a été, en termes de spectacle, ça a été à la hauteur de tes attentes? Moi, honnêtement, ouais, j'ai kiffé. Franchement, ouais. C'était un match plaisant à voir. Après, frustrant, parce que le résultat n'y est pas. Mais comme on dit, les échecs forgent le succès. Donc, j'ai envie de dire, on verra pour les prochaines années. Tu sentais qu'Access pouvait se qualifier sur ce Franchement, match, tu le sentais? Franchement, ouais. Je sais pas, peut-être pas toi, mais moi je le sentais. Je le sentais totalement, ils étaient très concernés les joueurs. C'est ça, c'est ça. Et après, mais bon, c'est pas cette fois, ça sera la prochaine fois. En tout cas, on espère. Christophe, tu l'as vécu comment cette rencontre? Écoute, avec le groupe à Nantes, on était à fond derrière Access, mais voilà, comme dit Mamad, on n'a pas senti de fébrilité, on a senti les joueurs concernés, engagés. Il n'y avait pas de moment où c'était fluctuant, donc ça s'est joué à des détails, c'est vraiment dommage. Parce que les égalisations étaient proches, même la victoire, je pense, leur tendait les bras, ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà, ça n'a pas penché du bon côté, mais voilà, effectivement. Mais Christophe, ces détails, c'était quoi? Et pourquoi ces détails, ils ont penché du côté de Barcelone? Écoute, je pense le fait d'avoir vécu des matchs comme ça plusieurs fois pour l'ensemble de l'effectif barcelonais, et pas forcément pour l'ensemble de l'effectif parisien. Voilà, après, il y a de la tactique individuelle, il y a des choses, des qualités intrinsèques qui ont peut-être manqué, un peu de concentration, puis un peu de réussite, hein, forcément aussi. Ouais. Et pour appuyer justement ton propos sur le fait que ça s'est joué sur des détails et que c'était un match finalement assez serré, on va voir les statistiques de cette rencontre qui ont été préparées par nos équipes. Voilà, le Barça a quand même eu un peu l'ascendant offensivement avec un peu plus de tirs, mais finalement on se rend compte qu'Access a été un peu plus précis avec 38% de tirs cadrés. Cette rencontre, c'est ça se joue à des détails, comme tu dis, mais dans le jeu, on ne savait pas vraiment qui était le Barça ou Access. C'est ça. Exactement, en tout cas, il n'y a pas à rougir de la prestation des Parisiens ce jour-là. On va revoir les buts, et notamment ce premier but d'Edou, la recrue qui est arrivée en provenance de Belgique pour renforcer cette équipe d'Access. Il est prêté 6 mois et finalement il aura eu le rôle qu'on attendait de lui avec cette très belle Madjer. C'est un but bien réalisé avec une combinaison bien huilée, bien réussie sur cette phase de jeu. Les autres buts du Barça, le premier de la superstar Ferraou, on en parlait
On en parlait avant la rencontre. C'était lui le danger. Et finalement, lui aussi a été à la hauteur des attentes avec ce but à la 18e minute de Ferrao, le numéro 11 du Barça, qui n'était pas titulaire. C'était la petite surprise. Il n'était pas dans le 5 de départ, mais finalement, il est rentré. Et il a tenu son rôle. Et le dernier but, il est l'œuvre de Ximbinha. Il vient un peu nulle part, ce but. On ne s'y attendait pas. C'était un moment où on espérait qu'Access prenne l'ascendant. Et finalement, ce coup de poignard à la 34e minute de Ximbinha, c'était dur à encaisser. Ah, effectivement, c'est très, très dur à encaisser. C'était sur un moment fort d'Access. On espérait là qu'ils passent devant. Ils ont multiplié les occasions à ce moment-là. Et puis, voilà, ils ont profité de la moindre erreur pour marquer le coup. C'est signe des grandes équipes aussi. Et le but, il est venu au plus mauvais moment, Mamad. Il restait 5 minutes. Est-ce que c'était pas un peu trop court pour revenir ou... Les 2 buts, en fait, ils ont été pris au mauvais moment, juste avant la mi-temps et 5 minutes avant la fin. Franchement, c'est frustrant. On parle beaucoup de la star du futsal aujourd'hui qui est du côté de Barcelone. Alors, même nous, on a Ricardinho. On a 2 stars, Ricardinho. On va dire que Ricardinho, c'est le plus grand joueur de l'histoire et Ferrao, c'est le plus grand joueur du moment. Justement, il t'a impressionné ce joueur ou pas? Qui? Le joueur barcelonais Ferrao. Sur le but, tu te dis... Ouais, il y a quelque chose. Il y a un truc. Tu te dis... Moi, honnêtement, c'était la première fois que je le voyais jouer. Sur le but, tu te dis, ouais, le mec, il est quand même costaud. Maintenant, après, moi, collectivement, ce qu'ils ont proposé à Access, ils ne méritaient pas la défaite. Honnêtement, ils ne méritaient pas. Après, c'est la loi du sport, c'est comme ça. Donc, on ne va pas refaire le match. Mais en tout cas, sur le match, tu peux qu'en sortir frustré. C'est intéressant que tu viennes sur ce terrain-là, Samir, de parler de Ricardinho. On va revoir les images de son match à Ricardinho. Christophe, on l'a découvert dans un registre peut-être qu'on ne connaissait pas forcément de lui, mais il a été super précieux pour son équipe. Ça a été une ressource importante pour les Parisiens. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir faire des exploits balle au pied. Et en fait, là, c'est plus son jeu sans ballon et surtout son assise défensif qui ont été une plus-value énorme pour les Parisiens. Je pense qu'il a vraiment apporté tout son savoir, toute son expérience. Il a porté son équipe. Il a endossé le costume... vraiment défensif, vraiment de leader défensif. Et moi, je l'ai vu dépenser une énergie énorme. C'est pas là-dessus qu'on l'attendait, mais il a été très très précieux, effectivement. Mamad, comment tu as perçu sa performance au leader d'Access, Ricardinho? Bonne prestation. Honnêtement, j'ai apprécié. Et après, je peux pas rentrer dans les détails techniques. Mais après, moi, personnellement, qui regarde pas tout le temps des matchs futsal, honnêtement, comme je te dis depuis tout à l'heure, pour moi, c'était Access qui dominait, qui était beaucoup plus entreprenant, qui menait les débats. C'est eux qui... Et comme il disait tout à l'heure, ils ont pris le but à un moment où ils étaient dans leur temps fort, etc. Mais Ricardinho, il a fait un très beau match. Il y a un joueur d'Access pour toi qui sortait du lot ou tu mettrais en priorité le collectif? Franchement, le collectif. De toute façon, il n'y a que collectivement que tu pouvais faire quelque chose. Et là, je pense que tu ne peux pas dire qu'individuellement, il y en a un qui est passé à côté. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Samir. Justement, ta question, elle est bonne, mais il y a quand même un homme qui est sorti du lot, je pense, et on va tous être unanimes autour de ce plateau. Aksenčijević, il a quand même été incroyable et il a retardé l'échéance. C'est vrai. Un bon moment. Il a porté son équipe, c'est sûr. C'est vrai qu'une fois... si Barça menait au score beaucoup plus vite, avec les opportunités qu'ils ont multipliées en début de match, quand Access était encore un peu timoré, on revoit ses parades, ça n'aurait pas été le même match. Je pense qu'il a participé à la mise en confiance de son équipe. Et puis après, voilà, ça a été le leader de la défense. Il a vraiment donné de la confiance à tout le monde. Un chiffre qui résume toute l'importance de sa performance, 11 parades, dont 7 en première mi-temps. Mais d'ailleurs, les 2 fois où il a été surpris, donc c'est une fois où Ferrao il est dos au jeu, il est surpris, et le deuxième but, on y reviendra après plus tard dans l'émission avec toi Christophe, mais c'est sur une touche de balle et ça allait très très vite pour lui, quoi. À chaque fois que c'était des attaques placées, il était à chaque fois prêt, il a sauvé l'équipe plus d'une fois, mais à chaque fois il a été surpris justement sur ces détails-là. T'en as pensé quoi, Christophe? Moi je pense que son équipe n'a pas assez profité de ses performances. Tu vois, j'attendais au fur et à mesure des minutes que des gars comme Nelson ou Landry prennent le lead offensif encore plus en se disant derrière on a un rock et je peux tenter balle au pied, je peux tenter un déséquilibre individuel parce que je sais qu'entre guillemets je suis en confiance. Si on perd le ballon, il est là, quoi. Justement, sur ce que tu dis, on va revoir en même temps que tu nous parles de ça, les occasions ratées par Access, parce qu'il y en a eu quelques-unes, et on se demande aussi s'ils n'ont pas été inhibés par l'enjeu, et peut-être qu'en arrivant face au but, le pied est peut-être un peu tremblé pour certains joueurs. On parlait tout à l'heure de cette expérience.
et un peu des moments du match où il faut tout donner, quoi. Voilà, est-ce que je me découvre, est-ce que j'y vais à fond, ou comment je ressens le match. Et je pense qu'ils ont été un peu trop prudents. J'ai en tête l'action de Nelson avec le poteau, où en fait, s'il est en championnat de France, peu importe le niveau d'adversité, je suis sûr qu'il accélère avant, je suis sûr qu'il apporte le surnombre avec Abdel Samad beaucoup plus tôt et qu'il marque le but, quoi. Bah justement, c'est là où on peut rejoindre ce que Mamad disait. Tu croyais parce que justement, il y avait des actions. Access pouvait justement faire la différence. Mais pourquoi ils n'ont pas fait cette différence-là? Est-ce que c'est l'enjeu qui ont fait qu'ils ont raté ces occasions-là? C'est en train de me dire qu'en D1, il aurait mis le but. Mais là, contre Barcelone. Il se serait moins posé de questions. Et du coup, il aurait joué de manière plus inconsciente et il aurait sublimé ses qualités. Voilà, je pense que c'est les petites questions, les petits temps de latence, les dixièmes de seconde qui font la différence entre quelqu'un de très habitué et quelqu'un qui va prendre le match avec voilà, il faut que je me concentre, il faut que je fasse les bonnes choses. Justement, sur l'analyse de cette rencontre, on a eu l'occasion de questionner Nelson Lutin juste après le match. Je vous propose d'écouter sa réaction. On est déçu, hein. Ça reste une défaite, même si c'est Barcelone. Ça s'est joué sur des détails. Hein. C'est ça, les gros matchs avec une grosse équipe. Parce que les détails, on a eu des grosses occasions. Ils ont su les mettre. Nous, on a eu un peu moins de réussite. Donc, décidé de sortir avec cette prestation quand même. Certes, on n'a pas à rougir, mais une défaite reste une défaite en fait. Même si c'est Barcelone, on a fait une belle prestation, etc. On sort de la compétition, donc c'est toujours décevant. Même si on sait que c'est l'FC Barcelone, etc. On est chez eux, ça reste la Ligue des Champions. C'est notre première. Donc, mais ça reste décevant quand même. Heureusement, on s'est fait connaître sur la scène internationale, dans le futsal. Le Barça, je pense qu'ils nous respectent déjà beaucoup plus par rapport à avant. Les autres clubs, les autres gros clubs aussi regarder, je pense, ou vont regarder. Donc ils vont voir 2-1 contre le Barça quand même chez eux, c'est intéressant. Donc ouais, on s'est fait connaître au niveau international quand même. Voilà pour la réaction de Nelson Lutin. Une petite nouveauté à présent dans cette émission, c'est la palette tactique de notre expert Christophe Benmaza. Pour finir cette analyse de la rencontre, Christophe, tu vas nous décrypter 2 actions de ce match et notamment la première, celle qui va nous intéresser, c'est ce deuxième but de Barcelone qui nous a tous surpris finalement. Exactement, on va voir ça en image. Donc ça part d'une prise de décision de Bakali, côté gauche, qui voit que le couloir est ouvert. Abdel Samad a coupé à l'intérieur, a mobilisé l'homme de base barcelonais. Le couloir est ouvert, il prend la décision de dribbler, il a raison de le faire. Ça, c'est une bonne décision de sa part. Alors malheureusement, il n'y a pas la réussite escomptée parce que la couverture est excellente. Et derrière, on est en déséquilibre. En infériorité, on joue un 3 contre 4. Abdel Samad prend la formation à droite, il décide de faire un recul frein. Il voit qu'il est en équilibre avec Ricardinho sur son côté, il y a un 2 contre 2 qui est reformé. Il prend l'option d'orienter, on voit ses épaules là, le choix du Barcelonais est d'influer son choix pour jouer là-bas côté gauche. Donc ça c'est relativement intéressant, c'est relativement bien joué. On voit Bakali qui revient à 200 à l'heure et à ce moment-là, Ricardinho, il ferme la ligne de passe pour le pivot barcelonais, ce qui permet à Swale de fermer son axe. Le bloc parisien est plutôt bien orienté. Sur la deuxième partie de l'action, en fait là c'est le choix d'Abdel Samad qui décide de ne plus reculer. Il freine sa course et il décide d'agir pour mettre la pression, pour harceler un petit peu le porteur de balle. Et à ce moment-là, son choix, lui, n'est pas suivi par le collectif. On a Ricardinho qui continue à fermer cette même ligne de passe et qui ne vient pas à distance d'intervention de son défenseur direct. Voilà. Et ça se joue à quelques secondes, quelques mètres. Et le ballon peut passer. Ouais, c'est extrêmement intéressant puisque ça nous permet de comprendre comment ce but-là est arrivé dans un moment où Access était dans un temps fort. La deuxième action qu'on va voir ensemble, c'est une action qui nous a aussi frustrés, c'est le poteau de Nelson Lutin. Ouais, exactement. C'est très bien joué et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure sur un petit peu la manière d'être timoré. Là. Ça part d'une coupe à l'intérieur d'Abdel Samad qui gagne le dos de son défenseur. Ça, c'est hyper intéressant. On voit le changement de rythme à ce moment-là sur la super loupe. Là. Dès qu'il gagne le dos du défenseur, il accélère et là, en fait, il empêche le défenseur de défendre. À partir du moment où le défenseur est pris dans le dos, il doit choisir entre regarder son adversaire direct Abdel Samad ou le ballon. Donc il n'a plus l'info. La deuxième notion là, c'est la zone qui est libérée et qui va permettre, on va le voir juste après, à Nelson de prendre l'intérieur. Donc le début de l'action est super bien joué, changement de dribble d'Abdel Samad qui se démarque, qui demande le ballon. Et puis Nelson qui vient compenser, qui vient prendre la zone à l'intérieur. Jusque là c'est parfait, on crée le déséquilibre comme ça. Et c'est là qu'après on va voir un petit peu l'excès de précaution de la part de Nelson. On voit que le changement de direction a été super bien fait. Il faut saluer aussi là la passe lobée de Mickey qui va pile dans les pieds. Et en fait là on va s'apercevoir que Nelson, il est prudent.
il anticipe déjà la perte, il n'est pas sûr que Abdessamad va pouvoir lui remettre. Et du coup, il reste un peu en retrait. On le voit là à l'image. Il est 1 mètre derrière son adversaire direct. Parce que sûrement qu'il anticipait déjà la perte et qu'il ne voulait pas prendre de risque. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. S'il était libéré et sûr de lui, il aurait déjà pris le lead. Et là, on voit qu'il ne va accélérer qu'au moment où la remise se fait. Au moment où le ballon part, c'est là qu'il va accélérer pour gagner la balle et que le duel se crée avec Ferrao. Il arrive à la toucher du bout du pied, mais il lui manque en fait 10 cm, 1 mètre pour la placer et marquer le but. Donc on ne peut pas lui reprocher sa précaution parce qu'il se dit voilà, si entre guillemets s'il s'engage trop vite et que le ballon est intercepté par le défenseur, ça repart en 3 contre 2 de l'autre côté et ils vont encaisser. Et pour autant, le fait d'être trop précautionneux, ça lui a empêché un petit peu d'avoir le lead et de marquer ce deuxième but. Et c'est bien dommage parce que s'il avait marqué, l'issue aurait pu être tout autre pour Access. On va parler de la suite. Malheureusement pour Access, la suite, ce ne sera pas la Ligue des Champions, mais il faut quand même regarder les résultats des autres matchs pour connaître un petit peu ce qui sera ce Final 8 qui nous attend dans les prochaines semaines avec, vous le voyez, les victoires de l'Inter Movistar, du Sporting ou encore de Benfica. Les gros seront là, les gros seront présent. Un chiffre qui va nous intéresser, qui va intéresser Access et qui va intéresser tout le futsal français, c'est ce chiffre de 340 000. C'est le chiffre d'audience de la chaîne L'Équipe. C'est un pic, 228 000 téléspectateurs de moyenne, un pic à 340 000. C'est extrêmement intéressant puisque ça prouve que le futsal, ça marche à la télé et ça, c'est important pour la suite. Ah, c'est super important. C'est un chiffre qu'on attendait tous, qui fait vraiment écho dans le monde du sport en général. Hein. C'est des chiffres comparés à ce qui se fait sur le niveau de football ou de football féminin qui met vraiment en valeur la discipline du futsal. Tu as suivi un petit peu ce pic-là, tu en avais entendu parler un peu? Pour moi, c'est bien, t'as vu, c'est très très bien, mais c'est problématique. Parce que ça révèle en fait que les gens sont intéressés par des disciplines, que ce soit, comme tu disais, futsal, foot féminin, etc., mais qu'on n'a pas accès. Et ça, c'est triste. Tu sais qu'on a reçu le sélectionneur de l'équipe de France, Pierre Jacqui, la semaine dernière. On lui a posé la question, justement. Et voilà, pour encourager un petit peu le futsal, pour quelles raisons il faut attendre à Access Barcelone pour voir ce match-là sur l'équipe, sur la chaîne L'Équipe? Pourquoi ils ne diffusent pas d'autres matchs? J'imagine qu'il y a du monde qui est intéressé par le futsal. Je pense qu'il y a du monde qui est intéressé par le futsal. Et quand tu regardes même dans les clubs amateurs, classiques, hein, football classique, mais tous les petits jeunes sont intéressés par le futsal. Mais tu leur demandes qui tu connais en joueur de futsal, tu vois, on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est problématique parce que même pour l'éducation du joueur, bah, il a pas de base, il a rien. Il n'a pas de modèle. Donc c'est compliqué. C'était le même problème chez les filles. Les filles, une jeune fille de 13 ans, elle s'identifiait à un Pogba, à Mbappé, mais elle ne s'identifie pas à une demoiselle qui joue au foot. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on avait un problème avec la médiatisation du football féminin. Le football féminin est aujourd'hui beaucoup plus médiatisé et tu as raison, les jeunes féminines aujourd'hui peuvent s'identifier au club phare du championnat. Ça change tout, c'est vrai. Le step qui a été franchi est énorme. Aujourd'hui, diffusion de la D1 féminine sur Canal+, des matchs qui sont régulièrement diffusés sur W9 aussi. Ça permet de mettre en lumière cette discipline, c'est le football, mais de mettre les femmes en lumière dans le football justement, ce qui n'était pas le cas avant. Et on imagine que c'est possible aussi pour le futsal, mais il faut que le travail soit fait en amont. Il faut que les médias se saisissent en fait de cette... Parce que c'est une problématique pour moi. T'as dit, j'ai pas peur des mots, c'est une problématique. Il faut nommer les problèmes, il faut médiatiser le futsal. Parce que si on ne médiatise pas le futsal, malheureusement, t'as pas de sensibilisation. Et puis, on ne connaît pas. Et puis, quand tu ne connais pas, tu ne t'intéresses pas, tout simplement. Ah, mais c'est vrai qu'il a raison. On loupe des opportunités. C'est une sorte de gâchis, finalement. Parce que le potentiel est là, l'attente est là. Et on tarde à allumer la mèche, voilà, au risque que ça ne démarre pas bien ou jamais. Mais si un des premiers matchs que tu diffuses, tu as un pic à 340 000, si tu fais ça dans la continuité, forcément... Puis l'équipe de France, lorsqu'elle a été diffusée sur l'équipe, a aussi fait des bonnes audiences. Et ça, c'est important. Ça prouve que ce n'est pas seulement un one-shot et qu'à chaque fois que c'est fait, les résultats sont là. C'est ça. Exactement. En attendant, on est vengé par le PSG. En tout cas, pour finir sur cette rencontre Barça-Access qu'on vient de débriefer, sachez que un documentaire de 26 minutes est en cours de préparation par nos équipes. Vous pourrez bientôt le découvrir. En attendant, je vous propose de voir le teaser. Vas-y, ouais. Toujours une terrasse. Fais pas ça. Hé.
Ah, Joël. Ah, pardon. C'est un manger. On va manger. Manger. C'était le coach qui est. Je t'ai parlé là. Je t'ai parlé là. On veut pas, désolé là, les camarades, ça. Attention là. On peut pas faire des concessions là. Sinon tout à l'heure on va s'asseoir sur le banc là, c'est pas bon. En plus tu parlais sur le tas, c'est grave hein. Les gars, ou pas? Voilà pour Barça Access. On va parler à présent de la D1 avec des matchs malheureusement qui eux n'ont pas été diffusés en télé. Je vous propose de découvrir les résultats de cette 15e journée de D1 futsal avec cette victoire de Paris à Casa contre Toulouse Métro ou encore celle de Toulon Élite sur le terrain de Garges. Nantes, on va en parler justement avec vous Christophe. Vous avez gagné contre l'UJS Toulouse. Large victoire d'Hérouville contre la Lanterne Rouge Chavanoz et la victoire aussi du leader inarrêtable Mouveau sur le terrain du Sporting. On va voir les images justement de cette rencontre de Mouveau qui encore une fois s'est imposé sur le terrain du Sporting qui était 3e donc avant cette rencontre malgré 2 cartons rouges. Les nordistes ont gagné. Ouverture du score de Mouveau à la 6e minute par Varela qui trompe le gardien international français Haroun. C'est Boulaïba qui égalise pour le Sporting, l'international français. Et puis à la 22e minute, le Sporting qui marque malheureusement contre son camp après une frappe de Sana. Et en fin de match, vous allez le voir, un but dégagement du gardien Joévin Duroux, l'international français, qui marque. Ballon qui file directement dans les buts du Sporting. Le 3e but, la série d'invincibilité se poursuit pour Mouveau qui creuse l'écart en tête du championnat. La deuxième rencontre qui va nous intéresser et qui vous intéresse justement Christophe, c'est celle de votre club. Nantes, vous receviez ce week-end l'UJS Toulouse, une équipe pas forcément bien classée, une rencontre qui a bien débuté pour les Nantais qui ont déroulé leur partition tout au long du match avant de se faire peur. Les Nantais menaient 4-0 à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Début de Renatinho, de Mélène, de Bendali, d'Ordonez au retour des vestiaires. Plus mauvaise attaque du championnat. Toulouse sonne la révolte grâce à Romao à la 25e minute. Et puis Fabrice Gacouniol opte pour le power play. Finalement, il se met peut-être un peu en difficulté puisque Toulouse en profite. Romao inscrit un doublé. Tak Djerad ramène son équipe à un but. 4-3, Nantes qui résiste mais qui s'impose finalement. Un succès important pour les Nantais qui ramènent l'équipe à la 7e place justement. Ce match, vous êtes un peu tiré une balle dans le pied quand même. On va dire ça. Et vous limitez la casse. Le choix du powerplay pour maintenir le score ou aggraver l'avance, il a été payant contre Toulon il y a quelques semaines. Là, ça a été l'inverse avec une perte de balles malheureuse. Mais bon, c'était un choix fort de la part du coach pour garder l'initiative. Un choix que je rejoins, qui n'a pas été payant malheureusement. Donc effectivement, on s'est fait un peu peur. Ça aurait pu être tout autre avec une meilleure gestion du match. Je pense qu'à 4-0, on est sorti un petit peu des rails collectifs pour laisser place un peu à l'individualité et à la prise de risque désordonnée. Bon, plus de peur que de mal, finalement, la victoire est là. Une 7e place au classement. Classement, justement, que l'on va découvrir ensemble. Classement de D1 Futsal avec Mouveau, toujours largement leader avec 40 points. Access à des matchs en retard qu'ils disputeront justement ce week-end. On va en parler. Hérouville, 3e, le Sporting, 4e. En bas de tableau, donc Nantes, on le disait, Nantes, 7e. Et puis en bas de tableau, toujours le même trio, l'UJS Toulouse avec Béthune et Chavanoz. Lanterne Rouge avec 6 points. Messieurs, on va jouer. Vous en avez l'habitude, comme chaque semaine. C'est le petit jeu des pronostics. Samir, c'est pas grave, on progresse, tu vas peut-être meilleur aujourd'hui. Le jingle. Il n'y a pas un prono, j'ai eu bon. Allez, c'est peut-être pour aujourd'hui. 2 rencontres sur lesquelles vous allez jouer. On va les découvrir. C'est prévu pour ce week-end. Mouveau Sporting, voilà, avec des gros et Access qui joue contre Paris à Casa. Honneur à toi, Christophe. Ouais. Mouveau sur le premier. Combien il faut jouer jusqu'au bout. Allez, il faut jouer jusqu'au bout. Ne fais pas une Pierre Jackie là, des scores là, s'il te Non, plaît. mais écoute, l'autre fois je me suis livré et ça a été payant, donc allez, un 4-1. Combien 4-1 Ouais, 4-1. Et 2-7 sur le deuxième match, victoire d'Access, 2-7 sur le parquet de la Casa. 2-7, allez Mamad, tu joues avec nous. Bah écoute, je vais pas trop mouiller, je vais dire les 2 favoris, je vais dire Mouveau et Access pareil. Mouveau et Access, allez le meilleur d'entre nous, Samir. Oh là là. Le meilleur parieur. Alors faut savoir, hein, je vais balancer un truc, c'est que c'est lui qui me dit ses pronos en off et il me dit de les dire en fait ici, voilà. Donc si je me trompe, c'est de sa faute. Faux. Non, ouais, allez, franchement, Mouveau ça gagne 4-2. Mouveau ça gagne 4-2 et Access ça gagne
5-1. 5-1 Voilà. Ouais. Allez, on verra ce week-end si tu es meilleur que d'habitude. On va parler très rapidement de l'équipe de France. Les Bleus qui préparent donc une double confrontation extrêmement importante face à la Russie. Pierre Jacqui a dévoilé une liste de 15 joueurs pour aller affronter l'équipe russe qui est première au classement. On va le découvrir juste après. Un avis, Christophe, rapidement sur les joueurs choisis pour aller disputer ce match? Il a fait le choix de la continuité, donc je pense qu'il attend une réaction d'orgueil de la part de son groupe. C'est plutôt intéressant. Voilà, peut-être qu'injecter un peu de sang neuf aurait été intéressant aussi. Il y a des joueurs en forme en ce moment dans le championnat de France qui ne sont pas sélectionnés, qui auraient pu apporter une... Puis avec le match nul contre l'Arménie, ça aurait pu permettre aussi de faire quelques ajustements. C'était le moment ou jamais pour changer les choses. Voilà, il a fait le choix de la continuité. Jusqu'à présent, ça a toujours été payant pour Pierre Jacqui. Donc réponse dans 2 semaines. On espère que ça va payer. Pour clôturer cette page équipe de France, on va très rapidement regarder le classement pour voir que les Bleus sont 2e, juste derrière la Russie. 2 points pour l'équipe de France. La Russie invaincue donc dans ce groupe, le groupe 2 avec 6 points. La Géorgie et l'Arménie derrière avec un seul point. Géorgie et Arménie qu'on affrontera prochainement dans les semaines qui viennent, juste après ces 2 matchs face à la Russie. C'est l'heure de l'invité. Mamad, honneur à toi. On va parler un petit peu de tes projets et donc de ce cercle du football que tu as créé. Dis-nous en plus. En fait, le cercle du football aujourd'hui, c'est une structure, c'est un sport-études, donc qui accueille des élèves de la 4e au BTS. Et on est beaucoup axé sur le futsal parce que je suis persuadé que le futsal est un très très bon complément pour le foot où justement l'individu peut techniquement, tactiquement se progresser, mais à une vitesse qui n'est pas aussi rapide dans le foot classique, dans le foot réduit ou le foot à 11. Donc du coup, nous, on a été beaucoup axés sur le futsal, mais voilà, on est beaucoup sur l'accompagnement de l'individu et non pas d'une équipe. Voilà, c'est pas un sport-études où on vient pour constituer une équipe, etc., ou les faire signer en centre de formation. Là, c'est vraiment pas l'objectif. C'est pas du tout l'objectif. C'est comment allier justement sa passion avec les études. C'est vraiment l'objectif du projet et ça fonctionne très très bien. Et voilà, pour l'instant, c'est... Justement, j'allais te demander, l'idée, elle t'est venue comment et pourquoi? Est-ce que toi, tu t'es vu justement à leur place, à leur âge? Oui. Il y avait un besoin. Pourquoi ça t'est venu comment? Moi, depuis le temps que je coach, Ça fait combien d'années? Là, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je coach réellement. Et honnêtement, moi, c'est... comment dire? Toutes les équipes que j'ai pu encadrer, ils avaient un fort besoin de jouer au futsal. Ouais, venez, on fait des tournois futsal, venez, on fait ci, venez, on fait ça. Et je me suis rendu compte qu'en faisant, par exemple, en préparant mes compétitions futsal, que quand je retournais sur le terrain, ils avaient gagné en vivacité, ils décidaient plus vite, etc., etc. Donc je me suis dit, écoute, ce serait bien de mettre un petit peu plus de futsal dans ce que tu proposes. Et avec toutes les équipes que j'ai eues, que ce soit féminines ou garçons, c'est ce que j'ai fait. J'ai adopté toujours la même philosophie. Et ça s'est avéré payant. Et franchement... C'est là aussi l'importance du futsal, parce qu'aujourd'hui, on parle du développement du futsal en tant que pratique, mais en plus de ça, c'est là où le potentiel est énorme, c'est qu'on peut développer cette discipline-là en tant que pratique, mais aussi le futsal peut apporter énormément au développement du footballeur. Franchement, je vois pas comment dissocier les deux, en fait. Honnêtement, je vois pas, dans la formation française, je vois pas comment dissocier les deux. Et c'est peut-être pas assez, justement, c'est sous-exploiter le potentiel du futsal pour développer la formation des jeunes joueurs. Mais on doit absolument faire en sorte d'avoir un tronc commun. Comme à l'école. Tu es obligé d'être, je sais pas, moi, je serais à la tête d'un club, de toute la formation école de foot, tu l'as fait en futsal. Je veux voir personne dehors, je veux voir que des petits dans les petits espaces, travailler, répéter les gestes, et surtout... toucher le ballon. Puis on peut même aller plus loin, imaginer des centres de formation communs au futsal et au football, et puis sortir des joueurs dans des clubs de football, dans des clubs de futsal pour alimenter les 2 sélections nationales. C'est le nerf, là, tu as touché au nerf du cercle du football. C'est vraiment ce qu'on a envie de développer, d'où le partenariat justement qui se crée pour la saison prochaine. On va voir les images en même temps d'Abdesamad Mohamed qui vous a rendu visite. Exactement.
projet très intéressant, très emballant même, je dirais. Donc voilà, je suis passé aujourd'hui, c'était la première fois que je passe et ce sera pas la dernière. Jesus, you a legend. Vraiment qui donne envie aux jeunes de venir à l'école. Et voilà aussi l'insertion par le sport, c'est pour moi un outil qui est primordial. Ce que je dis aux jeunes joueurs, c'est de travailler aussi sur l'aspect professionnel, ne pas espérer vivre que du football ou du futsal, parce que voilà, on sait que c'est un milieu très précaire. C'est bien d'espérer, il faut avoir des rêves, mais il faut surtout travailler pour avoir quelque chose, c'est ça. Ça t'a fait plaisir, Mamad, alors, justement, d'avoir un joueur phare d'Access qui vient, qui met sa tête, et ça a prouvé quoi pour toi? C'était une valeur ajoutée? Déjà, non seulement ça m'a fait plaisir, ça fait plaisir aux jeunes surtout, mais ça fait plaisir de voir que les joueurs internationaux français, justement, contribuent au développement du futsal. Parce qu'en venant, il a donné envie justement à des jeunes, là ils étaient 12, il a donné envie justement à ces jeunes-là de s'intéresser au futsal. Ouais, mais pourquoi on trouve vos matchs où, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un projet pas pour former des joueurs à devenir professionnels, parce qu'il y a tout un travail éducatif, scolaire et professionnel autour, dans le sens où on les aide à trouver justement leur voie dans un métier qui peut les passionner autour du football. Je te dis bravo, Mamad, parce que dans une société où aujourd'hui on pointe vraiment beaucoup du doigt en fait, des instances qui peuvent paraître égoïstes, toi tu as un bel exemple vraiment de quelqu'un qui partage, c'est vraiment bravo. Donc, et puis surtout j'espère que ça fera de belles choses, ce que tu es en train de faire, donc bravo. Et donc sur cette première année, sur le premier bilan, tu es plutôt satisfait de l'avancement du projet? Je suis très très satisfait. Et ma satisfaction, elle vient des jeunes qui justement fréquentent le sport-études. Ils sont satisfaits, les parents aussi sont satisfaits, donc je ne peux que être satisfait. En tout cas, on vous souhaite plein de réussite au Cercle du football et sur le développement de ce projet. Merci à toi aussi de nous avoir rendu visite. Ton regard a été... J'ai une petite dernière question à vous poser. Vas-y, J'ai une petite dernière question avant de clôturer l'émission. Et là, Bouchra, j'espère que t'écoutes, d'accord? Bouchra, c'est pour toi, je travaille pour toi, là, d'accord? Donc Bouchra, on précise, c'est l'épouse de Mamad avec qui il a lancé ce célèbre... Je vais te mettre un peu dans la merde, d'accord? Bon. Je te mets une situation, on est dans de la fiction, d'accord? Pas prévenu de la sauce. Il veut me mettre dans la sauce, il veut me mettre dans les problèmes. Bon, la finale de la Ligue des Champions, on imagine un PSG Manchester City. Mais par miracle, ça tombe un 14 février. Madame Bouchra te prépare un beau dîner romantique. T'as tué, hein? Et il y a la finale ce jour-là. Est-ce que tu dînes avec Bouchra, qui t'a préparé un beau dîner romantique, ou est-ce que tu regardes la finale de la Ligue des Champions et on veut de la sincérité, s'il te plaît? Mais il n'y a pas plus sincère que moi, là, au moment où... On est même Je n'ai pas parlé, mais je vous laisse faire votre avis, moi. Tu vas répondre par contre. Ma femme, mais 1000 fois. Je regarde la rediff, moi, au pire, c'est pas grave. Elle est à l'extérieur, et qui a très peur au moment de sortir du plateau. Tu viens de m'avoir, et sache que t'es un beau gosse de ouf, parce que crois-moi que moi, mais le match direct, tu vois. Pire des cas, je le mets sur le téléphone, et vas-y, je vais faire mon petit... En régie, on le rappelle, et ça peut aussi motiver cette réponse. C'est possible, c'est sous la menace. En tout cas, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Merci Christophe aussi de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à toi Samir, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes en régie autour de Sonia Nasser, Nicolas Eberswiller, Mani Pezec et Alexandre Larochelle. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. On parlera aussi de l'équipe de France et de cette double confrontation face à la Russie. Vive le futsal et je vous dis à la semaine prochaine.